Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. 5 ans, l'âge mûr pour évaluer la loi sur le renseignement datée de juillet 2015. Une mission d'information parlementaire bipartisane s'est penchée sur la question. Elle a rendu ses travaux le 10 juin 2020 et conclut que tout va bien. Pour en parler, je reçois Francis Delon, président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette autorité administrative indépendante est chargée de veiller à la légalité des techniques de renseignement. Bonjour Francis Delon. Bonjour monsieur. Quelques mots quand même pour nous parler de cette commission que vous présidez. Alors cette commission a été créée par la loi de 2015 que vous venez de mentionner. Elle est en quelque sorte la contrepartie des moyens nouveaux juridiques donnés aux services de renseignement pour accomplir leur mission. Le deal, si vous me passez cette expression, qui a été fait en 2015, c'est-à-dire un cadre juridique précis, plus large, qui donne des moyens d'action renforcés aux services, mais aussi plus de contrôle. Cette commission de contrôle a été créée dans cette perspective. Et alors, l'idée, c'est que vous travaillez en amont ou vous travaillez a posteriori. Comment vous faites concrètement? Vous autorisez les demandes des services de renseignement? Alors, cette commission a deux fonctions. D'abord, elle donne un avis au Premier ministre, qui est l'instance de décision. C'est le Premier ministre qui délivre l'autorisation. Le principe de base, c'est qu'un service ne peut réaliser une technique de renseignement que s'il y a été autorisé. Pour cela, il fait une demande qui chemine d'abord par son ministre de tutelle, puis qui vient à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, qui donne un avis, et le Premier ministre décide. Et la commission de contrôle intervient aussi a posteriori pour vérifier si la technique autorisée a été mise en œuvre conformément à la loi. Ça vous fait combien de demandes, ça, par an? Alors ça fait beaucoup de demandes. Le chiffre en lui-même peut impressionner, 73 000. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, comme chiffre utile, c'est le nombre de personnes qui font l'objet chaque année en France d'une mesure de surveillance. Ce chiffre est de 23 000. Et il a peu évolué depuis 2016. Il était de 21 000 environ en 2016, et il a évolué de plus 0,8% seulement entre 2008 et 2009. Donc c'est un chiffre assez stable, et c'est un chiffre qui est intéressant, 23 000 personnes surveillées. Mais c'est un chiffre qu'on a du mal à comparer avec d'autres pays, puisque je crois qu'on est le rare pays à donner un tel chiffre. Alors dites-nous un mot aussi sur qu'est-ce qu'une technique de surveillance, pour qu'on comprenne un peu. C'est les téléphones, les mails, tout? Alors, ça recouvre tout ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques, les suivis géolocalisés de téléphones, les balises qui peuvent être posées sur des véhicules. Ça peut recouvrir aussi des techniques de surveillance par une sonorisation ou surveillance vidéo. Ça peut également couvrir des recueils de données de connexion qui permettent d'avoir l'historique, par exemple, des communications d'une personne. Voilà quelques exemples. Mais la liste est fixée par la loi. Elle est relativement large, mais elle est définie. C'est-à-dire ce n'est pas une liste libre. À l'appréciation des voilà. services. Alors, on va voir un petit peu quels sont les motifs de surveillance des services de renseignement. Parce que ça, c'est aussi intéressant, vous publiez. Alors, on s'est aperçu, évidemment, que le principal motif, c'est la lutte contre le terrorisme, 38%. Mais aussi, on voit qu'il y a en augmentation, par exemple, la défense des intérêts économiques, scientifiques et industriels de la France. Ça, vous le voyez en légère augmentation? Alors, vous avez raison de signaler que le motif de prévention du terrorisme est évidemment le motif dominant. Et j'ajoute que le deuxième motif, mais qui couvre un nombre important de demandes, concerne la prévention de la criminalité organisée, c'est-à-dire pour une bonne part, par exemple, le trafic de stupéfiants. Le contre-espionnage, ça ne vous surprendra pas, couvre également un nombre important de demandes. Et il y a par ailleurs, en effet, la prévention et la protection du patrimoine économique. Et effectivement, ce chiffre est en augmentation, pas en augmentation spectaculaire, mais en augmentation continue. 2 points, je crois, à peu près. En augmentation continue depuis l'origine.
Simplement, le renseignement reflète l'état du monde. Et l'état des... On est dans des situations de compétition économique très aiguës. Il n'est donc pas surprenant que tous les gouvernements, y compris le gouvernement français, s'intéressent aux questions économiques. Donc je suppose que vous avez lu évidemment le rapport bipartisan parlementaire, qui a été donc missionné et dirigé notamment par Guillaume Larrivé, qui est un député LR de l'opposition. Donc tout va bien. Vous êtes d'accord? Rien à signaler? Alors, moi, je pense, d'abord, c'est un très bon rapport. C'est un très bon rapport. Oui, c'est complet, plus de 100 pages. C'est une somme tout à fait précise de ce qu'est aujourd'hui le renseignement. Et sur le diagnostic global, c'est-à-dire que le cadre légal de 2015 fonctionne bien, je suis d'accord. A été respecté. Et la Commission est d'accord, et la Commission le dit régulièrement dans ses rapports. Mais dire que ça fonctionne bien ne veut pas dire que tout est parfait. Ben non. Je rappelle simplement que cette loi de 2015 a déjà été modifiée à 8 reprises. Et donc ça fait beaucoup pour une loi qui a été votée il y a 5 ans. Et tout n'est pas parfait, car il y a encore des choses qui méritent d'être améliorées. Par exemple, et c'est un sujet sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec la mission Larrivé, aujourd'hui, les échanges de renseignements entre services français et services étrangers ne sont pas contrôlés. Ils échappent à tout contrôle. Nous avons dit dans notre rapport de l'année dernière qu'il nous semblait qu'il était nécessaire d'avoir un encadrement juridique pour cela comme pour le reste. Et nous avons rappelé que c'était le cas dans pas mal de pays européens, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, et qu'il serait souhaitable qu'un tel encadrement existe en France. Parce que c'était un argument de dire que si vous mettez votre nez dans les échanges entre services, alors les services étrangers ne feront plus confiance aux services français. Or, vous nous dites que ça marche dans d'autres pays. C'est un argument qu'on retrouve effectivement dans le rapport Larrivé, qui dit qu'au fond, il n'est pas opportun, il le dit comme ça d'ailleurs, il n'est pas opportun d'encadrer parce qu'il dit que cela peut porter atteinte à la capacité de la France d'obtenir de ses partenaires du renseignement. Alors, nous sommes tout à fait conscients de la nécessité sur le plan opérationnel pour nos services de pouvoir travailler avec des partenaires. Et nous n'entendons pas du tout remettre en cause cette capacité. Elle est vitale dans certains domaines. Mais nous nous demandons pourquoi, alors que certains pays comme le Royaume-Uni contrôlent les échanges de renseignements, et que ces pays-là ne sont pas spécialement connus pour ne pas faire ce qu'il faut en matière de renseignement, ça n'est pas un problème pour eux et ça devrait en devenir un pour nous. Donc voilà, je ne suis pas convaincu par l'argument qui est énoncé par le rapport-là. Je vois, en effet. La durée de conservation des données? Alors la durée de conservation des données, elle est fixée par la loi et elle varie selon qu'il s'agit d'une donnée de contenu, une conversation, ou une vidéo, ou du son, ou des données de connexion. Donc la durée est plus longue quand il s'agit des données de connexion, parce que ces données sont réputées moins attentatoires à la vie privée. Elle est très courte, ou en tout cas plus courte, pour les données de contenu. Plutôt respectée, donc. Et c'est respecté, nous veillons à ce que les services le respectent. C'est l'objet précisément de notre contrôle de mise en œuvre, le contrôle a posteriori. Alors, ce qui était intéressant, vous nous avez parlé du comparatif avec nos amis anglais, nos amis allemands, etc. Vous êtes un instrument administratif unique en Europe ou vous avez des homologues? Nous avons des homologues. Chaque pays d'Europe aujourd'hui a un dispositif de contrôle du renseignement. Les 27, ah oui. Les 27, je ne jurerai pas que les 27 en aient, mais en tout cas tous les grands pays et la plupart des pays en ont. Nous avons pu le vérifier, nous avons pris l'initiative il y a 2 ans d'organiser une réunion des commissions européennes. Ensuite, ça s'est poursuivi l'année dernière et ça va se continuer cette année. Ce sont des réunions très intéressantes qui permettent effectivement de comparer des choses qui sont extrêmement peu connues. Parce que certes, nous publions un rapport annuel, beaucoup de commissions le font, mais pas toutes. Et on a en fait peu de renseignements là-dessus. Donc oui, il y a des systèmes d'encadrement des services de renseignement, mais la forme de cet encadrement plutôt varie. Administratif ou législatif chez nos partenaires? Dans certains cas, c'est un contrôle exercé par des juges. Ah oui, judiciaire. Ah oui. Dans d'autres cas, c'est le cas en France, c'est un contrôle exercé par ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire une autorité administrative dont les membres sont indépendants du fait de leurs conditions de nomination, du fait qu'ils ne peuvent recevoir d'instructions de personne, bref. Mais ces systèmes varient d'un pays à l'autre et
le champ d'action aussi de ces organes de contrôle varie. Dans certains cas, par exemple, ils n'exercent qu'un contrôle a posteriori. Dans d'autres cas, on a deux organismes, un pour le contrôle a priori, un autre pour le contrôle a posteriori. Donc il n'y a pas d'uniformité, mais en revanche, la ligne est la même, c'est de dire qu'un service de renseignement, par nature, va réaliser des actions qui portent atteinte à la vie privée. Il est nécessaire de s'assurer que ces atteintes ne sont pas exagérées. Et donc, l'objet du contrôle, c'est cela. Dernière question, Monsieur Delon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre commission ? Alors, moi, je pense que, comme je l'ai dit et comme le dit la mission Larrivé, les bases sont saines. C'est-à-dire que ce qu'on a fait en 2015, c'est un très grand progrès par rapport à ce qui existait auparavant, où il y avait très peu de contrôle. Il y a désormais un contrôle. Évidemment, ce contrôle ne peut pas être parfait. Il me semble que les services, en tout cas c'est l'avis de la Commission et c'est le mien, que les services jouent le jeu. Aujourd'hui, je crois qu'il faut, d'une façon prudente, mais d'une façon résolue, améliorer le dispositif et l'étendre lorsque c'est nécessaire. Et j'ai mentionné un exemple tout à l'heure. Merci beaucoup, Francis Delon, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Merci. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient ? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com.